Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 21 novembre. La guerre de Gaza est à la une de cette édition. Les combats se poursuivent. Des otages pourraient être bientôt libérés. Le sommet des BRICS appelle à protéger les civils. Dans ce journal, nous sommes à Bruxelles. L'Union européenne vient d'annoncer la poursuite de l'aide au développement pour les Palestiniens. L'Argentine est également au sommaire. 2 jours après l'élection de Javier Milei comme nouveau président, la bourse de Buenos Aires ouvre en nette hausse, une hausse de 20%. Explication dans un instant de Justine Fontaine. Le Japon qui condamne le lancement d'un missile de la Corée du Nord avec la plus grande fermeté possible. Et puis enfin, nous parlerons de bande dessinée. Gaston Lagaffe revient en librairie avec un nouveau dessinateur. Ils sont retenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Des otages pourraient bientôt retrouver la liberté. Israël et le Hamas annoncent des progrès dans leurs négociations. Par l'entremise, par l'intermédiaire du Qatar, le Qatar confirme de son côté qu'un accord est proche. L'armée israélienne estime qu'environ 240 otages ont été emmenés à Gaza depuis maintenant 1 mois et demi. On ne sait pas combien d'otages pourraient être libérés dans cet accord. On sait simplement qu'un échange de libération d'otages pourrait permettre un arrêt des combats pour quelques jours. Cette négociation n'éclipse pas les combats du moment. L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur Gaza. La crise humanitaire s'amplifie. Cet après-midi, l'Union européenne annonce la reprise de l'aide à la Palestine. Les paiements en faveur de l'autorité palestinienne et de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ne sont plus suspendus. Pierre Benazet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour RFI. Le 9 octobre dernier, 2 jours après les attaques du Hamas contre les Israéliens, la Commission européenne avait annoncé la suspension des aides au développement pour la Palestine. Oui, parce que l'Union européenne devait verser au total 331 millions d'euros à la Palestine cette année, en 2023. Mais c'est seulement ce qu'on appelle l'aide au développement. Ça signifie que l'aide humanitaire directe aux Palestiniens n'a jamais été menacée. Alors, vous l'avez dit, les paiements ont été suspendus le 9 octobre. Ensuite, la Commission a mené ce qu'elle appelle une révision en profondeur. Elle voulait vérifier d'abord que les fonds européens ne pouvaient pas être détournés vers des organisations terroristes. Elle a ensuite cherché à s'assurer que l'argent de l'Union européenne ne pouvait pas servir à financer l'incitation à la haine ou à la violence. Après 6 semaines d'enquête, la Commission a donc conclu que l'argent ne peut pas être détourné. La suspension des versements est donc annulée. En revanche, il y a dans cette enquête des révélations sur le fait que plusieurs projets ne sont plus faisables. Il s'agit de projets d'infrastructure d'une valeur de 75 millions d'euros. Par exemple, une usine de désalinisation de l'eau de mer à Gaza pour faire de l'eau douce. Ces fonds-là seront réutilisés différemment, en partie pour de l'aide humanitaire. Alors Pierre, cette suspension des aides au développement destinées à l'autorité palestinienne a aussi révélé des fractures, des dissensions politiques au sein de la Commission européenne. Oui, le commissaire européen chargé de l'aide au développement a suspendu ces aides sans avoir l'accord complet des autres commissaires. Depuis la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle essaye de faire oublier cet épisode. Elle insiste par exemple beaucoup sur le fait que l'aide humanitaire a été multipliée par 4 par l'Union européenne. Pierre Benazet à Bruxelles pour RFI. Les BRICS se penchent aussi sur la question du conflit entre Israël et le Hamas. Les BRICS rassemblent la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. En ouverture de ce sommet extraordinaire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa accuse Israël de crimes de guerre. Quant au président chinois Xi Jinping, il appelle à un cessez-le-feu immédiat et propose l'organisation d'une conférence internationale pour la paix. L'inquiétude au Japon.
le Premier ministre japonais condamne avec la plus grande fermeté le lancement d'un missile nord-coréen il y a quelques heures. Fumio Kishida précise « Pour le moment, nous attendons de savoir s'il y a eu ou pas des dégâts. Et même si la Corée du Nord appelle cela un satellite, le lancement d'un objet qui utilise la technologie des missiles est clairement une violation des résolutions édictées par les Nations Unies », ajoute le Premier ministre japonais. L'actualité au Cameroun, où au moins 9 villageois ont été tués aujourd'hui dans une nouvelle attaque. Attaque dans l'ouest du Cameroun attribuée par les autorités aux rebelles anglophones. Ils affrontent l'armée depuis maintenant 7 ans dans un conflit très meurtrier pour les civils. Le journal en français facile. Il est 13h05 à Buenos Aires, 2 jours après l'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine. Cette question, comment réagissent les milieux d'affaires, les entreprises, les industries, les marchés financiers ? Alors pour rappel, le futur président ultra-libéral, il prendra ses fonctions le 10 décembre prochain, promet par exemple des changements économiques radicaux comme remplacer la monnaie argentine, le peso, par le dollar américain, réduire massivement les dépenses publiques ou encore baisser les impôts. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour Adrien. La bourse de Buenos Aires était fermée hier en Argentine pour cause de jours fériés. Elle vient d'ouvrir en très forte hausse. Oui, elle a tout de suite augmenté de 20% ce matin à l'ouverture des marchés financiers. Les actions des entreprises argentines, notamment des banques, avaient aussi grimpé hier à la bourse de New York. Elles continuent leur hausse ce matin également, heure locale. Et c'est l'entreprise pétrolière nationale YPF, l'une des plus grandes sociétés du pays, qui enregistre la plus forte hausse à la fois à Buenos Aires et à New York, avec plus 40% hier. Cette entreprise appartient en majorité à l'État. Javier Milei a dit qu'il allait la privatiser et c'est pour ça que ses actions augmentent en bourse. Alors expliquez-nous Justine, pourquoi ces marchés financiers sont-ils enthousiastes, satisfaits, voire optimistes ? Alors en plus des annonces de privatisation d'entreprises, il y a plusieurs autres raisons. Javier Milei veut supprimer presque tous les impôts et les taxes également sur les entreprises. Il veut réduire le plus possible les dépenses de l'État. L'Argentine est très endettée et certains craignaient par exemple que le pays n'arrive pas à rembourser l'argent qu'il doit à temps. Cette promesse rassure donc les investisseurs, mais ça ne va peut-être pas durer car si Javier Milei applique des mesures très radicales d'un coup, comme le passage au dollar ou la suppression des aides sociales, qui est aussi une de ses promesses, eh bien cela pourrait déstabiliser l'économie du pays et créer aussi de fortes tensions sociales, Adrien. Merci Justine. Justine Fontaine. Parlons bande dessinée avant de refermer ce journal grâce aux aventures de Gaston Lagaffe. Lagaffe, c'est ce personnage de bande dessinée imaginé par Franquin, l'auteur notamment de Spirou. Alors on pensait ses aventures terminées avec la mort de son créateur, mais l'éditeur Dupuis a décidé de le faire revivre en le confiant à un dessinateur québécois, Marc Delafontaine, dit Delaf. Le 22e tome des aventures de Gaston Lagaffe est en vente demain, Sophie Torlotin. Gaston Lagaffe est de retour, mais il n'a pas changé. Toujours vêtu de son pull à col roulé vert, de son jean et de ses espadrilles, il continue de multiplier les catastrophes et de perturber le travail des employés du journal de Spirou. Pour le dessinateur Delaf, Gaston reste moderne. Gaston est gentil, bienveillant, c'est un écolo, puis en même temps il nous fait tellement rire et il nous force aussi à nous positionner par rapport à notre rapport au travail, notre rapport à l'autorité, notre rapport au bonheur. L'auteur québécois ajoute sa touche et invente de nouveaux personnages. Quelques allusions à notre époque moderne feront rire, même si Delaf a fait le choix de préserver l'âge d'or de Gaston. Franquin faisait passer au travers de Gaston un peu sa critique de la société et j'ignore complètement quelle serait sa vision du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que Franquin penserait de notre société hyper connectée, des réseaux sociaux, tout ça. Moi, j'avais pas envie d'aller là avec Gaston parce que je trouvais que c'était ouvrir la porte à trahir un peu l'œuvre. Donc, je me suis dit, on peut très bien le laisser dans ces années 70, mais en faisant des petits clins d'œil au monde moderne de temps en temps.
Voilà qui respecte le jugement du tribunal, saisi par la fille de Franquin, s'opposant à cette reprise. Après plus d'1 an de péripéties judiciaires, ce tome 22 des aventures de Gaston Lagaffe peut donc paraître et bénéficie d'un tirage initial de plus d'1 million d'exemplaires. Sophie Torlotin dans ce journal. Au Québec, il va bientôt être 11h10.